Remercier le député Jean-Jacques Bissel de nous avoir invités parce que c'est une occasion rare. Il faut savoir que le gouvernement français a plus de problèmes à entendre nos propos, même s'ils sont totalement audibles, et que pour nous c'est une première et on s'en satisfait. On remercie aussi ENA parce que l'initiative vient aussi de ce groupe. Donc on est vraiment très contents. On salue tout le monde aussi ici. Maintenant, concernant les obstacles qui sont rencontrés, c'est-à-dire que quand on parle d'un tel problème, et même du problème d'avant, c'est des problèmes, il y a tellement d'angles d'entrée qu'on ne peut pas, il y a plein de choses à dire. Il y a peu de temps, donc je vais essayer de faire au mieux. Il faut déjà comprendre que, tout à l'heure, le monsieur me posait une question, est-ce que vous n'avez pas l'impression de vouloir vous replier sur vous-même et de focaliser sur un racisme en particulier? Or, ce n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire, l'objectif, c'est de mieux combattre le racisme en comprenant, en analysant ses différentes composantes. Le lien qu'il y a avec le contrôle aux faciès, par exemple, c'est qu'on ne peut pas comprendre pourquoi en France, c'est majoritairement, et ça c'est les statistiques qui le disent, les Noirs et les Arabes qui sont le plus contrôlés, ça ne veut pas dire que les autres ne le sont pas, mais les Noirs et les Arabes le sont le plus. On ne peut pas comprendre cette réalité sans comprendre l'histoire esclavagiste et coloniale française. C'est-à-dire que c'est impossible. On croit que c'est un fait, un pack tout emballé qui vient comme ça, qui est inhérent à la société, mais non, c'est tributaire de l'histoire coloniale française. Et il faut comprendre que, par exemple, je ne peux pas expliquer, moi, connaissant pas parfaitement l'histoire du monde arabe, pourquoi les Arabes sont autant, voire plus contrôlés que les Noirs, mais je peux expliquer partiellement pourquoi les Noirs sont plus contrôlés que les Blancs. Notamment, on peut retrouver ces racines dans le passé esclavagiste que la France a contribué à faire, entre autres États impérialistes, c'est-à-dire que il faut savoir qu'un noir, lorsqu'il gambadait dans la colonie de l'État impérialiste, eh ben, il devait prouver qu'il était affranchi, qu'il avait bien le droit de gambader là où il gambadait. Sans quoi il était renvoyé au fer, ou fouetté, ou tué, ou etc., etc. Donc on peut imaginer que, c'est-à-dire que quand nous on voit cette chose-là, on pense que c'est totalement banal, mais ça remonte à un inconscient collectif qui continue à être véhiculé de manière très inconsciente. En cela, qu'est-ce qu'on essaie d'expliquer? C'est que quand vous voyez le contrôle aux faciès, c'est que vous croyez que la lutte contre le racisme, c'est quelque chose de totalement anecdotique ou quelque chose de plus ou moins abstrait, un phénomène de mode. Non, pour nous, le racisme, c'est une arme néocoloniale d'aliénation et de destruction massive. Pourquoi de destruction massive? Parce que le racisme peut tuer. En fonction de l'endroit du globe où il est perpétré, et on le voit notamment dans les États d'Afrique où on tue de manière beaucoup plus flagrante, parce qu'on estime que, même si, moi je le dis franchement, mais que les Noirs ne sont pas tout à fait des êtres humains, sur le territoire, les territoires européens, c'est beaucoup plus compliqué. Donc il y a des méthodes beaucoup plus subtiles, dont le contrôle aux faciès, qui amènent ce genre de pratique, à force de se banaliser, amène aux brutalités policières, qui amènent ensuite aux meurtres policiers, qui touchent majoritairement des Noirs et des Arabes. J'aurais dû même vous laisser répondre, je pense que vous l'auriez deviné instinctivement. Donc vous voyez qu'il y a un lien de cause à effet à tout ça. Donc on ne peut pas comprendre le contrôle aux faciès sans le dissocier du fond du racisme et de l'arme raciste. Nous, ce qu'on veut dire, c'est que au-delà du contrôle aux faciès, j'ai oublié de préciser un fait très important parce que dans la présentation, excusez-moi, je fais une petite parenthèse, je fais aussi partie du collectif Stop le contrôle aux faciès, c'est-à-dire avec notre groupe, on fait partie du collectif Stop contrôle aux faciès. Donc effectivement, on intervient beaucoup dans cette opération. Donc il faut comprendre qu'à l'intérieur de ce phénomène-là, le racisme a une place fondamentale à jouer, même si nous, parce que c'est un racisme institutionnel, ce que nous on appelle, d'ailleurs on a écrit un livre qui s'appelle Autopsie de la négrophobie, qui explique en fait la mécanique du racisme aussi invisible que visible, et donc c'est une manière d'appliquer le racisme de manière plus subtile sur le sol démocratique. C'est une manière, on ne peut pas tuer impunément, on ne peut pas racialiser impunément. Donc c'est de la néocolonisation. C'est une manière d'imprimer le code de l'infériorité dans les esprits des gens pour que, inconsciemment, vous voyez, un noir ou un arabe, quand il va arriver devant un policier, il aura presque le réflexe d'aller lui-même mettre la main dans sa poche et de sortir sa carte. Moi, je vous dirais pire. Un jour, je m'en suis voulu. J'ai pas dormi pendant 3 jours. J'exagère un peu, mais ceci étant. Un jour, une voiture s'est arrêtée. 3 personnes blanches sont descendues. Ils m'ont pas montré leur carte de police. Ils m'ont dit contrôle d'identité. Je leur ai montré.
Mais comment je m'en suis voulu? C'était peut-être des skins, c'était peut-être des farceurs, des ceci, des cela. Comment on peut montrer la carte d'identité à quelqu'un qui vous... Parce que c'est inscrit dans... Depuis jeune, vous êtes élevé au petit lait du racisme d'État. Et c'est ça qu'il faut comprendre quand on parlait des obstacles. Et ces obstacles-là, on ne les rencontre pas que dans le contrôle aux faciès, on les rencontre dans la discrimination à l'embauche, au point que l'on finit par penser que ces phénomènes sont tout à fait normaux et qu'on finit par se dire ce n'est pas l'État français, par exemple, on parlait de l'État français le problème, mais nous-mêmes, autant que de la même manière que pour les contrôles aux faciès, les gens finissent par penser que c'est normal. C'est-à-dire quand on interroge les jeunes, puisque c'est plus précisément les jeunes qui sont victimes de ce genre d'abus policiers, eh ben, ils vont avoir tendance, bien sûr, hein, il faut rappeler qu'on ne dénonce pas le contrôle d'identité quand elle est parfaitement louable. On dénonce bien les abus policiers qui cachent, qui disséminent un racisme d'État. Et donc, il faut comprendre que ces jeunes-là intègrent comme tout à fait normal, puisqu'ils l'ont vu faire depuis petit sans jamais se poser de questions, que ces contrôles abusifs, ce racisme institutionnel est tout à fait normal. Donc, c'est lié avec l'éducation, puisque ces pratiques banales, comme prendre le RER, etc., participent à faire croire aux gens qu'ils sont en dessous des autres. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression, on n'a pas conscience à quel point ce genre de petits trucs quotidiens, récurrents, participent à nous inférioriser et à nous faire accepter cette infériorité. Nous, on explique ça dans le livre, on l'a baptisé le syndrome Tarzan. Vous avez qu'à vous référer à qui est Tarzan, ce roi de la jungle qui est venu en Afrique, il ne connaissait rien, il est venu bébé, et puis bref. On a appelé ça le syndrome Tarzan. Ça donne au blanc un complexe de supériorité, au noir un complexe d'infériorité. Donc, derrière le contrôle aux faciès, voilà ce qui se cache pour nous, une arme néocoloniale d'aliénation parce que ça vous formate l'esprit à accepter votre rang de subalterne et donc à accepter que l'autre est supérieur à vous, donc le système policier qui est, bon bref, on ne va pas rentrer dans les représentations beaucoup plus fondamentales, et donc, de l'autre côté, ça donne au système qui organise ce genre de système-là une supériorité qui est totalement arbitraire. Donc, c'est vraiment une question de racisme de fond, une question de racisme subtil qu'il est nécessaire de combattre. Donc, comment on l'a combattu sur le terrain? S'il me reste un peu de temps, donc un tout petit peu, c'est sur le terrain, on a fait des maraudes pour essayer d'informer les gens qui étaient victimes de ces pratiques, de leur dire que ce n'étaient pas des pratiques morales et légales, hein, etc. Et qu'on pouvait se prémunir justement en s'organisant et en ayant des recours en justice avec des avocats qui acceptaient de plaider ce genre d'affaires et de les plaider en justice. Il s'est avéré qu'il y a eu un procès très récemment. Malheureusement, ce procès a été perdu. Quand je dis malheureusement, il fallait s'y attendre puisqu'on est plus souvent en proie à une illusion de justice qu'à une justice véritable. Mais il y aura appel et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà à peu près sur le terrain. Mais pour arrêter là, et après je pense que les questions pourront approfondir, c'est dire que vraiment, il faut comprendre que derrière le contrôle aux faciès, c'est tout le colonialisme français et d'autres pays qui s'expriment de manière beaucoup plus subtile. C'est-à-dire que les choses n'ont jamais cessé, pour notre part, depuis l'esclavage jusqu'à maintenant, sauf qu'elles se sont adaptées à des réalités modernes, et c'est ça qu'il faut qu'on comprenne. On n'a pas peur de dire qu'on est en guerre contre la maladie, il faut être en guerre contre le racisme, et on ne s'en sortira pas si on n'entre pas véritablement en guerre contre ces trucs, parce qu'ils ne feront rien pour nous si on ne se prend pas en main, puisqu'ils n'ont jamais rien fait pour nous. Voilà ce que je peux dire. Alors moi je suis ici parce que je suis membre de l'ENAR, je suis membre du conseil d'administration de l'ENAR qui est le réseau européen contre le racisme et je fais partie dans l'ENAR du groupe qui travaille sur les personnes d'ascendance africaine. Donc c'est à ce titre que j'ai été invitée pour participer à ce panel sur les représentations liées aux noirs européens ou européens noirs selon le sens qu'on veut donner à la formule. Voilà, donc ce qui s'est passé aujourd'hui c'est que c'est la première réunion au niveau européen sur ce sujet en particulier qui impliquait des acteurs pan-européens, donc français, belges, suédois, britanniques, pour discuter de la situation des Noirs européens qui sont quand même apparemment entre 7 à 10 millions. Je pense que la présence de la France est importante dans le sens où effectivement en France il serait 3 millions et demi, ce qui est énorme sur la totalité des Noirs européens. Je pense qu'il est nécessaire de toutes les façons de dépasser le cadre de la France. Il y a un moment donné, moi les débats franco-français, on est en train de s'écharper pour savoir si on dit islamophobie ou pas, juste on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. La plupart des législations
qui sont adoptés dans le droit positif français viennent du niveau européen. Donc je pense que c'est à ce niveau-là qu'il faut agir parce qu'on n'a pas à perdre de temps dans des polémiques politiciennes qui ont lieu en France et qui ne sont là que pour divertir les médias. Et justement, est-ce que vous avez un mot à dire? Par exemple, on a vu un groupe comme la Brigade Anti-Négrophobie, expulsé du parc Luxembourg, et reçu au Parlement européen. Quel commentaire ça vous inspire? Eh bien, ça me rappelle le fait que la France est la meilleure pour gifler ses enfants et les envoyer dans les bras d'entités soit supranationales, soit étrangères. Donc là, effectivement, c'est hyper violent de se rendre compte que la Brigade Anti-Négrophobie n'a pas le droit d'assister à la commémoration de l'abolition de l'esclavage avec un t-shirt et qu'en même temps, elle est reçue au Parlement européen avec ce même t-shirt. Donc c'est pour représenter la France en plus. Donc c'est assez triste en fait.